Bonjour à tous. Donc moi je vais introduire ce webinaire par en fait des considérations un peu techniques et théoriques sur la stabilité tartrique des vins. Donc en fait l'acide tartrique dans les vins, on va le trouver sous forme acide tartrique et sous forme de ces deux bases conjuguées qui sont l'ion hydrogénotartrate de potassium et l'ion tartrate, donc bidissocié. Donc la forme majoritaire dans la gamme de pH des vins, compte tenu des pK de cet acide, sont les formes hydrogénotartrate de potassium, et dans la gamme de pH classique, on va avoir également présent, dans des proportions fonction du pH, donc l'acide tartrique et l'ion tartrate. Mais la forme majoritaire reste l'ion hydrogénotartrate de potassium. Donc pourquoi on a des risques de cristallisation dans les vins? C'est parce que l'ion hydrogénotartrate de potassium peut cristalliser sous forme de sel d'hydrogénotartrate, l'ion hydrogénotartrate, pardon, peut cristalliser sous forme de sel d'hydrogénotartrate de potassium avec le cation qui est présent et qui est le cation majoritaire dans les vins, qui est le cation potassium. Voilà, donc comme nous disions, donc l'acide tartrique est l'acide majoritaire dans les vins, et compte tenu des gammes de pH, on va l'avoir sous ces trois formes: acide tartrique, ion hydrogénotartrate de potassium et ion tartrate, la forme majoritaire étant l'ion hydrogénotartrate de potassium. Et les risques de cristallisation viennent de la présence dans le vin, associée à la présence d'acide tartrique, du cation potassium qui peut former des cristaux d'hydrogénotartrate de potassium avec la forme monodissociée de l'acide tartrique, et de la présence de calcium qui, lui, va former des cristaux de tartrate neutre de calcium avec donc l'ion bitartrate. L'ion tartrate, pardon, ici. Donc en fait, les risques dans les vins sont majoritairement liés à la cristallisation des sels d'hydrogénotartrate de potassium. On peut, compte tenu des concentrations, on peut cependant avoir également des cristallisations de sels de tartrate de calcium. Celles-ci sont moins fréquentes, plus rares et beaucoup moins bien maîtrisées. J'en parlerai un peu, mais je n'insisterai pas, je répondrai s'il y a des questions. Donc, pourquoi ces risques de cristallisation? Ces risques de cristallisation, en fait, se produisent lorsque la solution est sursaturée. Autrement dit, quand le produit de concentration des sels est supérieur à leur produit de solubilité dans le milieu. Donc, ce produit de concentration des sels dans les vins, il est lié bien sûr à la concentration en acide tartrique et au pH qui vont en fait déterminer les proportions d'ion hydrogénotartrate et d'ion tartrate. Et il est lié bien évidemment aussi aux concentrations en ion potassium et en ion calcium. Donc, outre ces concentrations et le pH, il faut prendre en compte, dans un milieu complexe comme le vin, l'existence de coefficients d'activité. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile de calculer le produit de concentration sur la base de seules données analytiques. Donc, ces coefficients d'activité représentent les concentrations qui sont en fait réellement disponibles pour la cristallisation et qui sont en fait dépendantes de la composition du milieu. Donc, pour un produit de concentration donné dans un vin, il y aura des risques si, je l'ai dit, le produit de concentration est supérieur au produit de solubilité. Et ce produit de solubilité, ce sont les concentrations, les produits des concentrations en ions limite, maximum, les quantités maximales qu'il va être possible de dissoudre dans le milieu. Donc naturellement, dans le raisin et dans les mous, on a des teneurs importantes en acide tartrique et en potassium. Le calcium, c'est variable, mais il y en a. Et le produit de solubilité donc, va être fonction de la concentration en éthanol et de la température. Donc, partant d'un mou dans lequel ces ions sont solubles, on a des produits de concentration inférieurs aux produits de solubilité. Lorsque la concentration en éthanol va augmenter, le produit de solubilité va diminuer. C'est pour ça qu'on observe fréquemment des cristallisations des sels d'acide tartrique, notamment du THK, pendant la vinification en cours de fermentation. On part d'un produit de concentration donné dans le mou, le produit de solubilité diminue du fait de l'augmentation de la teneur en éthanol,
et donc on va avoir des cristallisations spontanées. Donc ça se produit pendant les étapes de fermentation qui entraînent une diminution du produit de solubilité, et ça va se produire également lors de variations de température. Le produit de solubilité, lui également, il va diminuer quand la température diminue. Donc en fait, pour un produit de concentration donné dans un vin, les risques de cristallisation vont être liés en fait à des diminutions de température. Donc comment se développent ces cristallisations? Cette cristallisation, elle va se produire en fait en 2 étapes. Et ces étapes dans la cristallisation, le plus simple pour le suivre, c'est en fait de faire un suivi de conductivité, puisque potassium ou calcium sont des ions qui en fait participent à la conductivité du milieu. Donc comment ça se produit? Dans une première étape, donc si on se met dans des conditions, partant d'un vin, on va se mettre en fait dans des conditions de température telles que le produit de concentration est supérieur au produit de solubilité, donc on est en sursaturation. On va mesurer la conductivité et pendant toute une première étape, on ne va rien voir. Donc cette étape correspond en fait à la première étape du processus de cristallisation qui est la nucléation. Donc en fait, dans une solution sursaturée, les molécules qui sont en sursaturation vont tout d'abord s'associer pour former des agrégats, on appelle ça aussi des essaims moléculaires. Et ces agrégats se font et se défont jusqu'au moment où ils atteignent une certaine taille dans laquelle ils vont être, à partir de laquelle, pardon, ils vont être stables. Donc, quand cette taille critique est atteinte et qu'on a formé des agrégats stables, on appelle ça des nucléi. Pendant cette étape de nucléation, en fait, on ne voit pas de variation de la conductivité, mais on va la voir à partir du moment, en fait, où ces nucléi, dans une seconde étape, vont croître. Donc, en fait, après la première étape de nucléation, de formation de nucléi stables, il va y avoir une seconde étape de croissance des cristaux à partir, en fait, des nucléi formés. Donc, cette étape de croissance correspond en fait à l'incorporation des ions encore en sursaturation et qui sont présents dans la solution sur les sites des cristaux et en fait auxquels ils vont en fait se lier fortement au réseau cristallin. Donc cette croissance, elle va se poursuivre jusqu'à ce que les concentrations en solution soient telles que la solution n'est plus sursaturée. C'est-à-dire qu'on a une diminution des concentrations en solution et la croissance s'arrête quand le produit de concentration final est égal au produit de solubilité dans les conditions donc de température choisies. Donc comment ça se produit la cristallisation spontanée dans un vin? Si on considère un vin qui va présenter un produit de concentration ou en THK ou en TCA donné, donc pour une température relativement élevée, bon, je sais pas, je vais prendre un exemple 20 degrés, en fonction en fait de la température, on va distinguer différents domaines pour ce vin. Donc le premier domaine, c'est le domaine de solubilité dans lequel le vin est stable. Le vin est stable et on est dans le domaine de solubilité, ce qui veut dire qu'on est pour le produit de concentration du vin dans des conditions de température telles que si on rajoute un cristal dans le vin, on va être capable de le dissoudre. Donc en fait, le vin n'est pas sursaturé. Donc cette zone dans laquelle on peut dissoudre plus d'hydrogénotatrate de potassium, d'atrate de calcium, correspond au domaine de solubilité dans lequel le vin est stable. Si on diminue la température, on va arriver à ce qu'on appelle la température de saturation, c'est-à-dire la température telle que pour ce vin, le produit de concentration est égal au produit de solubilité. On ne sera plus capable de dissoudre des cristaux de THK ou de TCA dans ce vin. Donc cette température de saturation, c'est la température en dessous de laquelle il n'est plus possible de dissoudre un cristal. Si on continue de descendre cette température, cependant, on va se retrouver dans une zone où le produit de concentration est supérieur au produit de solubilité, la solution est sursaturée, pourtant
on n'observera pas de nucléation spontanée. La nucléation ne se produira pas. Si on rajoute un cristal dans le vin, il va être capable de croître, mais il n'y aura jamais de cristallisation spontanée. Il n'y aura pas de nucléation. Pour observer cette nucléation, il va falloir en fait descendre la température à des valeurs très inférieures à la température de saturation, ce qu'on appellera la température de cristallisation spontanée, pour laquelle en fait, on va être dans une zone, on va passer dans une zone d'instabilité où la cristallisation se développe spontanément. Donc en dessous de, à partir et en dessous de la température de cristallisation spontanée, on aura naturellement dans les vins nucléation et croissance des cristaux. Donc en fait, on va distinguer ces trois zones et ce domaine de sursaturation qui contribue en fait à stabiliser les vins, ce domaine de sursaturation, en fait, sa largeur et donc la stabilité des vins sont très dépendantes des types de vins. Elles sont en général plus larges pour les vins rouges que pour les vins blancs. Et en fait, elles sont dépendantes des concentrations qui sont disponibles pour la cristallisation, mais également de la composés qui sont naturellement présents dans le vin, polysaccharides et polyphénols notamment, qui vont être capables d'inhiber la nucléation et la croissance des cristaux. Donc là, ici, c'est juste pour illustrer l'influence de composés du vin sur la croissance des cristaux, donc c'est un aspect visuel. Ici, on voit des cristaux de THK qui ont été obtenus en milieu modèle 20. Ici, des cristaux de THK qui ont été obtenus dans les mêmes conditions de sursaturation, mais dans un vin blanc. Et ici, des cristaux de THK qui ont été obtenus dans un vin rouge. Donc on voit, bon là on le voit plutôt sur des cristaux finis, donc plutôt sur la partie croissance des cristaux, mais on voit à quel point donc la présence de composés capables de s'absorber sur les cristaux en vin blanc et en vin rouge va en fait être capable d'inhiber la croissance de ces cristaux et donc d'interférer avec les phénomènes de cristallisation. Donc, comment est-ce qu'on va faire en fait pour déterminer la stabilité ou l'instabilité des vins? Comme je l'ai dit, c'est pas évident de le prévoir sur la base de seules données analytiques en termes d'analyse de teneur en acide tartrique, pH, teneur en potassium et teneur en calcium. Bien sûr, ça donne une idée, mais c'est pas évident. Donc, ce qui avait été proposé et qui pourrait être fait, c'est de déterminer expérimentalement pour chaque vin, c'est le domaine de sursaturation et la température de cristallisation spontanée. Donc ça permettrait en fait d'évaluer les risques propres à chaque vin. C'est efficace, mais c'est un peu long. Et donc en fait, pour évaluer la stabilité ou l'instabilité des vins, on va avoir recours à des tests de stabilité. Donc ces tests de stabilité, il en existe de différentes sortes. Donc les premiers, les plus anciens et qui sont toujours utilisés, donc c'est les tests au froid, tout simplement. Donc les vins sont placés 6 jours à moins 4 degrés ou 15 jours à moins 2 degrés. Il y a différentes façons de faire. Et ce qu'on va observer, c'est la formation ou non de cristaux. Donc dans ce cas-là, on prend un vin, on le place dans des conditions de sursaturation et on observe la nucléation et la croissance des cristaux. Donc c'est représentatif de ce qui peut se produire dans un vin embouteillé, mais ça reste quand même relativement long à mettre en œuvre à l'échelle quand on est en production. Donc comme c'est un peu long, il y a eu développement de tests beaucoup plus rapides. Donc il y en a tout un ensemble. Donc moi je vous parlerai de la TESAT et de tests basés sur la détermination de la température de saturation, sur l'analyse de la croissance des cristaux. Il y a également des tests développés basés sur l'analyse de l'induction de la cristallisation, sur lequel je ne reviendrai pas. Et donc ces tests plus rapides, en fait, ont été mis en place et les critères de stabilité définis par référence justement à des tests au froid. Donc les critères de stabilité de ces tests ont été confrontés donc à des tests au froid. Donc la température de saturation, donc ça c'est un des premiers tests rapides qui a été mis en œuvre. Donc en fait cette température de saturation, comment on la détermine? On va prendre un vin, ici le vin initial, qu'on va placer à une température de l'ordre de 30 degrés Celsius. Et on va en fait
abaisser cette température tout en mesurant la conductivité du vin. Donc cette courbe ici, bleue, sert en fait à regarder l'impact de la température sur la conductivité du vin. La conductivité est en fonction de la température. Donc en fait, on mesure la température, la conductivité du vin naturel, j'allais dire, en fonction de la température sur une certaine gamme de températures. Ensuite, ce vin, on va abaisser sa température et quand il est à une température suffisamment basse pour qu'on soit sûr qu'on n'a pas de risque en fait de dissolution de cristaux de THK, on est sursaturé, on va rajouter des cristaux de THK. Et en fait, on va remonter la température. Donc en fait, ce qu'on va observer pendant cette remontée en température, si rien ne se passe, on va avoir une courbe parallèle à celle du vin initial, jusqu'au moment où on va observer un décrochement. Ce décrochement, il intervient à la température de saturation, au-delà de laquelle on est capable le vin n'est plus saturé et on va être capable de dissoudre progressivement des cristaux de THK qui ont été ajoutés dans le vin. S'il y a de la cristallisation, mais ça, je n'insiste pas parce que ça va être repris dans la conférence suivante, s'il y a une cristallisation, une croissance des cristaux pendant la remontée, on va observer une courbe plus basse que la courbe rouge ici, mais de toute façon, au moment où la solution n'est plus saturée, on va avoir dissolution de cristaux et les courbes vont se croiser. On va avoir un décrochement. Donc cette température de saturation, ça nous donne quoi? Ça nous indique en fait à quel point le vin considéré est saturé ou pas en THK ou en TCA. Donc pour le THK, il y a une corrélation qui a été établie entre cette température de saturation et la stabilité sur des vins d'origine diverses et bien sûr par référence à un test de stabilité de 15 jours à -2. Donc, ce qui a été établi pour le THK, ce ne sont pas les mêmes règles pour le TCA, c'est qu'un vin blanc est considéré comme stable s'il a une température de saturation inférieure à 12 degrés. Autrement dit, si à partir de 12 degrés, on est déjà capable, 12,5, de dissoudre des cristaux, le vin blanc sera considéré comme stable. Dans le cas des vins blancs, des vins rosés et des vins rouges, on va prendre en compte l'indice de polyphénol totaux, les composés phénoliques, ayant un impact important sur la stabilité des vins. Donc pour les rosés et pour les rouges, en fonction de l'IPT, on aura des critères de stabilité différents. Donc un vin rouge, par exemple, ici, avec un IPT inférieur à 50, est stable si sa température de saturation est inférieure à 22 degrés. Donc en fait, cette température de saturation peut être utilisée en fonction du type de vin pour établir la stabilité ou l'instabilité d'un vin, en tenant compte bien sûr du type de vin considéré. Donc cette température de saturation, on y reviendra tout à l'heure, elle dépend peu des composés qui dans le vin sont susceptibles d'inhiber la nucléation ou la croissance. Elle dépend uniquement de l'état de sursaturation du vin. Donc en fait, on a ensuite des tests qui sont basés sur l'analyse de la croissance des cristaux. Donc pour ça, on va prendre un vin, un échantillon de vin, le placer à basse température, -4 à 0 degré, plutôt -4 degrés, et on va l'ensemencer avec une quantité donnée de cristaux d'hydrogénotartrate de potassium. On est sous agitation, on a un conductimètre et on va suivre la croissance des cristaux sur une durée de temps déterminée. Donc, le premier test qui peut être utilisé, qui est largement répandu, c'est le test de mini-contact. Donc là, en fait, on ensemence le vin avec des cristaux, donc on n'a pas l'étape de nucléation. Si le vin est sursaturé, en général à -4 degrés il l'est, on va avoir immédiatement une croissance des cristaux qui va s'arrêter quand le produit de concentration atteint le produit de solubilité, autrement dit quand le vin n'est plus sursaturé. Donc en fait, on va observer une chute de conductivité et cette chute de conductivité va être d'autant plus importante que le vin va être instable.
Donc, en fait, par rapport à des critères, on va se retrouver dans des zones de stabilité ou d'instabilité. Donc, en fait, ce qu'on suit, c'est une chute de conductivité relative, 45 microsiemens, entre 45 et 100 microsiemens, ou on le calcule en pourcentage, ça dépend des systèmes. Mais en fait, on va déterminer un critère de stabilité-instabilité par rapport à l'importance de la croissance des cristaux dans des conditions déterminées de température et d'ensemencement. Donc ça, c'est le test de mini-contact. Un test qui est basé sur le même principe, mais qui va un peu plus loin, c'est le test du degré d'instabilité tartrique. Donc là, on mesure la conductivité à 20 à moins 4 degrés. De la même façon, on va ensemencer à 4 grammes par litre avec des cristaux quand le vin atteint moins 4 degrés. On suit la chute de conductivité sur 4 heures, mais grâce à des études sur plusieurs vins, on peut extrapoler par une courbe de modélisation la conductivité à partir de ce suivi sur 4 heures jusqu'à la conductivité finale qui aurait été obtenue à moins 4 degrés. Autrement dit, on extrapole jusqu'à la valeur de conductivité telle que le produit de concentration égale le produit de solubilité. Et sur la base de ça, on calcule un degré d'instabilité tartrique qui est donné par cette formule, donc qui est exprimé en pourcentage. C'est le pourcentage de chute de conductivité. Et donc, on a des critères de stabilité qui ont été établis par référence à un test de 6 jours à moins 4. Donc, pour des DIT inférieures à 5%, le vin est considéré comme stable, légèrement instable entre 5 et 10%, et instable pour des DIT supérieurs à 10%. Donc, l'avantage de ce test par rapport au précédent, c'est que c'est un test quantitatif qui indique le pourcentage de chute de conductivité qu'il est nécessaire d'obtenir pour obtenir la stabilisation du vin, puisque la conductivité, on l'exprime en pourcentage de chute de conductivité, donc on peut le reporter à n'importe quelle température. Et donc ça, il va être utilisé, ce DIT, pour en fait suivre la stabilisation du vin lors, par exemple, d'un traitement d'électrodialyse. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il est quantitatif, c'est son avantage. Donc, quand le vin est instable, on a différentes façons pour pouvoir le traiter. On a différentes technologies disponibles. Donc, des technologies qui sont basées sur l'induction de la cristallisation et l'élimination des cristaux, sur l'élimination des ions en excès et sur l'inhibition de la cristallisation. Donc, on a 3 types de techniques possibles. Donc, les plus anciennes, ce sont celles qui sont en fait, ce sont les traitements par le froid. Donc, dans les traitements par le froid, qu'est-ce qu'on fait? On induit la cristallisation par abaissement de la température. Donc, avant la mise en bouteille du vin, on provoque la cristallisation par abaissement de la température, donc à des températures basses, de façon à provoquer la cristallisation. On laisse la cristallisation se développer, on élimine les cristaux par filtration, et donc on se retrouve avec un vin dont la teneur en THK ou en TCA est abaissée et donc qui est stabilisé. Donc il y a différentes techniques, hein. On peut le faire par des techniques qui sont basées sur un abaissement très rapide de la température à moins 4, moins 5 degrés et une stabulation de l'ordre d'une semaine à cette température sous agitation. Donc là, on n'utilise aucun intrant et ce qu'on va chercher à avoir, donc là, c'est la nucléation et la croissance des cristaux, donc d'où l'importance de l'abaissement rapide de la température qui va favoriser la nucléation en créant des conditions de sursaturation propres à favoriser cette nucléation, de sursaturation rapide et brutale, favorable à cette nucléation et ensuite la croissance des cristaux. Donc on laisse un certain temps pour laisser au processus le temps de se faire. On peut accélérer et travailler à température un peu moins basse en ensemençant avec des cristaux, donc de la crème de tartre. Donc là, ça permet d'abaisser en fait la durée du traitement, puisque dans ce cas-là, comme on n'a pas la phase de nucléation, on va pouvoir se contenter de la phase de croissance des cristaux. Donc, cette technique permet de stabiliser par rapport au sel d'acide tartrique, enfin à l'hydrogénotartrate de potassium, si on utilise
elle est moins efficace, la technique dite d'abaissement rapide de la température est beaucoup moins efficace si on a vis-à-vis des problèmes de TCA. Donc sans rentrer dans trop de détails, les phénomènes de nucléation et de croissance des cristaux de TCA sont moins bien maîtrisés et plus complexes à maîtriser. Donc en œnologie, il y a moins de tests et puis ces techniques ici, l'induction de la nucléation est pas évidente. C'est souvent sur des tons très longs et relativement aléatoires. Donc si on veut par des techniques, par le froid, inhiber en fait, stabiliser vis-à-vis des risques de cristallisation de TCA, il faudra en fait soit ensemencer avec des cristaux de TCA, soit ensemencer avec des mélanges. Il y a des produits qui permettent ça, des mélanges en proportion 60-40 de cristaux de THK et de TCA. Donc en fait, si on veut obtenir la stabilité vis-à-vis des sels de tartrate de calcium, il faudra utiliser des cristaux de TCA, introduire des cristaux de TCA dans ces traitements par le froid. On peut également éliminer les ions en excès, ça c'est ce qui est permis par l'électrodialyse. Donc l'électrodialyse, c'est une technique à membrane. Donc je vous montre ici un stack d'électrodialyse. Donc c'est une technique qui est spécifique et dans laquelle on va utiliser un stack de membranes dans lesquelles vous avez alternativement sont montées des membranes qui sont perméables aux anions, donc échangeuses d'anions, et des membranes qui sont perméables aux cations, échangeuses de cations ici. Et donc ce stack de membranes est monté entre deux blocs ici de porte-électrode avec donc une cathode et une anode. Donc en fait, le vin va être distribué alternativement dans une cellule et vous avez dans la cellule adjacente va circuler une solution d'électrolyte, en fait de l'eau. Il ne faut pas travailler avec quelque chose de désionisé au début pour pouvoir appliquer évidemment un champ électrique. Donc le vin va circuler dans une cellule et en fait, sous l'effet de l'application d'un champ électrique, vous avez les anions ici liés à l'acide tartrique, donc hydrodégénotartrate de potassium et tartrate, qui vont être capables de venir traverser les membranes échangeuses d'anions, qui vont être attirées ici par l'anode et qui vont être capables de traverser la membrane. Par contre, quand ils vont se retrouver dans la cellule adjacente, ils vont se retrouver face à une membrane échangeuse de cations qu'ils ne vont pas être capables de traverser. Donc, ils vont en fait être bloqués dans cette cellule. Pareil, les ions potassium et calcium ici vont être attirés par la cathode. Sous l'effet du champ électrique, vont être capables de traverser la membrane échangeuse de cations ici, mais vont se retrouver bloqués par la membrane échangeuse d'anions. Donc en fait, on va avoir dans les cellules dans lesquelles circule le vin un appauvrissement en ions potassium, calcium, hydrogénotartrate et tartrate qui vont venir en fait s'accumuler dans ce compartiment ici et qui vont être récupérés dans ce qu'on appelle une saumure. Et donc on va avoir en sortie d'électrodialyse un vin stabilisé, appauvri et une saumure, mais bien sûr enrichie dans ces différents ions. Donc ce procédé est un procédé qui est contrôlé par mesure de conductivité et donc grâce à la détermination du degré d'instabilité tartrique qui donne la conductivité finale à atteindre au cours du procédé pour assurer la stabilité du vin. Et c'est un procédé qui stabilise vis-à-vis des sels liés au potassium et au calcium. Les troisièmes types en fait de procédés qui sont proposés sont l'utilisation d'inhibiteurs de la cristallisation. Donc différents additifs sont autorisés, ça permet la stabilisation vis-à-vis de THK, hein, pas de TCA. Différents additifs sont autorisés. Donc le plus ancien, c'est l'acide métatartrique, qui est en fait un produit qui est obtenu par fusion à sec d'une poudre d'acide tartrique et qui est composé de mono et diester d'acide tartrique. Donc, qui vont en fait, ce sont des composés en fait qui vont interférer
donc avec la cristallisation des sels d'acide tartrique, et l'inhiber. L'inconvénient, c'est que c'est un produit qui est instable, donc on va avoir une hydrolyse au cours du temps, assez lente, mais enfin bon, qui peut être assez rapide si le produit est stocké à des températures trop élevées. Donc c'est instable et ça va redonner par hydrolyse de l'acide tartrique. Donc c'est un additif qui fonctionne bien, mais qui n'est valable que sur des vins à rotation rapide, puisque son efficacité en fait diminue dans le temps, puisqu'il va y avoir une hydrolyse naturelle. Un autre additif qui est autorisé sur vin blanc et rosé, c'est la carboxyméthylcellulose. Donc cet additif est très efficace sur blanc et rosé. Il faut par contre que les vins soient parfaitement stabilisés vis-à-vis de la casse protéique pour éviter des problèmes après la mise en bouteille. Un autre additif, donc là sur lequel je ne vais absolument pas insister, ce sont les manoprotéines de levure, donc vous allez en entendre parler. Et enfin, un dernier additif autorisé depuis peu, c'est le polyaspartate, ce sont les polyaspartates de potassium, qui peuvent être utilisés sur blanc, rosé et rouge, et qu'on va utiliser sur des vins aussi, attention, parfaitement stabilisés, donc sur des vins stabilisés vis-à-vis des cases protéiques et de la matière colorante colloïdale. Donc en fait, ces additifs, bon, chacun a des spécificités, mais ils vont être ajoutés au vin à la mise en bouteille. Et donc l'avantage du polyaspartate de potassium, des carboxyméthylcellulose ou des manoprotéines par rapport à l'acide métatartrique, c'est que ça reste stable dans le temps, beaucoup plus stable. Après, avantages et inconvénients, bon, je ne vais pas en débattre ici. Et voilà. Donc, en fait, c'est assez simple d'utilisation, puisque c'est juste quelque chose qu'on rajoute à la mise en bouteille. Par contre, attention, ça dépend du degré de sursaturation du vin. Sur des vins très saturés, des techniques physiques peuvent être préférables. Donc, en fait, en conclusion, il y a différents tests et différentes solutions techniques qui se complètent et qui sont là pour répondre aux besoins des entreprises pour stabiliser leur vin. Et en fait, le choix d'une technique va dépendre des caractéristiques des vins à stabiliser. Est-ce que je suis en blanc, en rosé ou en rouge? De leur degré d'instabilité aussi. Ça va dépendre également du cahier des charges de l'entreprise. En termes de législation, il faut vérifier que tous les additifs qui sont autorisés par l'OIV ne sont pas forcément autorisés dans tous les pays. Ça va dépendre du cahier des charges. Les vins biologiques, par exemple, n'autorisent pas toutes les techniques en vinification en bio. Et ça dépend bien évidemment de leur spécificité, de leur organisation et de leurs moyens financiers. Donc en fait, il y a tout un panel de techniques qui peuvent répondre et qui sont là pour répondre aux besoins des entreprises. Je vous remercie pour votre attention. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis Blandine Le Foll et je travaille au sein de No Brands en tant qu'experte manoprotéines. À la suite des explications riches du professeur Aude Vernet sur les différentes méthodes de stabilisation et également qu'elle a bien développé également les méthodes d'évaluation, je vais vous présenter un exemple de stabilisant tartrique, les manoprotéines et plus particulièrement Claristar. Pour commencer, je voudrais faire un rappel sur ce qu'est une manoprotéine. Il s'agit de composés de la famille des polysaccharides et qui sont localisés dans la paroi cellulaire de levure. Et il en existe de différentes tailles parce que c'est une famille très hétérogène. Les manoprotéines portent bien leur nom parce qu'elles sont composées de deux parties, on peut dire. Une partie sucre, mannose, et une partie protéique, peptidique. L'hétérogénéité en fait de ces composés vient ou provient des variations qu'il peut y avoir entre ces différents éléments qu'ils composent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des chaînes de mannose plus ou moins longues, des chaînes peptidiques juste pareil, plus ou moins, avec des tailles différentes, et ce qui donne aussi, on peut avoir de ce fait des ratios protéines mannose ou partie peptidique sucre qui varient grandement. De ce fait, en fait, les manoprotéines
enfin, c'est pas de ce fait, mais les manoprotéines peuvent être produites industriellement et ajoutées au vin, directement au vin. Alors, le procédé de fabrication, en fait, on part d'une crème de levure. Au lieu d'aller vers justement de la levure sèche active en fermentation, on va extraire les éléments en rompant la cellule, donc par autolyse. Et ensuite, on va effectuer différentes filtrations en série pour récupérer la fraction qui nous intéresse. On a fait le choix, il y a au tout début, on travaillait sur les manoprotéines, c'était vraiment des balbutiements, d'avoir des produits sous forme liquide. D'une part parce qu'on souhaitait garder les manoprotéines dans un état originel, et aussi on avait fait ce choix pour faciliter l'utilisation des produits. Au sein de nos brands, en fait, notre expertise, elle intervient justement dans à différentes étapes, par le choix de la souche de levure, par les variations des conditions d'extraction et aussi les conditions d'ultrafiltration qui peuvent varier et faire varier la fraction qu'on va obtenir. Ensuite, du coup, on va pouvoir obtenir différentes fractions. Claristar est la première manoprotéine que nous avons produite et commercialisée. C'était en 2007, hiver 2007. Et l'objectif était d'effectuer une stabilisation tartrique des vins. C'était vraiment l'objectif et c'était comment répondre à cette demande avec un produit extrait de levure. Et puis plus tard, en ayant acquis plus d'expérience, autant en production que justement sur le terrain, de fonctionnalité, on a pu travailler plus finement et obtenir d'autres types de fractions avec une contribution de stabilisation tartrique, mais un impact organoleptique peut-être plus spécialisé ou différent. Si on revient sur la stabilisation tartrique avec Claristar, on parle ici d'une manoprotéine de stabilisation de l'hydrogénotartrate de potassium pour les vins blancs, rosés et rouges. En fait, les manoprotéines se fixent sur le germe de nucléation au tout début et désorganisent l'organisation cristalline. De ce fait, en fait, de cette partie non visible, on va avoir une désorganisation, donc impossible d'organiser ce cristal, donc pas de croissance, pas d'agglomération, et donc une stabilisation par inhibition, une stabilisation des éléments de la cristallisation tartrique. Oui, tartrique. C'est un produit qui a une efficacité long terme avec une stabilité dans le temps. Et ce qu'on propose, c'est qu'on a une approche clé en main, c'est-à-dire qu'on travaille avec des laboratoires partenaires afin d'accompagner au plus près les utilisateurs. Et ça passe par une évaluation de la stabilité colloïdale et de l'instabilité tartrique afin de justement valider une dose de Claristar précise. Depuis 2007, on a vraiment beaucoup progressé dans cette approche analytique et je vais détailler plus tard cette partie-là. Je voulais faire tout d'abord un rappel des avantages que nos utilisateurs voient et nous citent souvent. C'est vraiment l'avantage d'une facilité d'ajout, l'avantage de pouvoir être utilisé en production biologique, sur des vins biologiques, et sans avoir d'interaction particulière avec les composés polyphénoliques, donc utilisation blanc, rouge, rosé sur des vins tranquilles, et un gain qualitatif en sus de la stabilité tartrique. Alors sur ce point-là, on a également beaucoup analysé, parce que c'était quelque chose qui revenait. Et bon, tout d'abord, en fait, le fait d'ajouter quelque chose, on ne change pas les paramètres du vin. On ne fait pas de traitement en enlevant des composés. Tous les éléments seront là. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, bon, ça c'est l'effet manoprotéine, il y a vraiment une sensation d'augmentation de volume et de rondeur en bouche.
Quelque chose qui a été beaucoup cité, et après on l'a vu, justement en l'ayant cité, on a cherché à le voir analytiquement, et on voit qu'il y a vraiment une résistance pendant le stockage, pendant l'élevage, les vins, comparés à d'autres méthodes de stabilisation à froid, il y a une sorte de protection qui se fait sur cette fraîcheur aromatique, sur le potentiel aromatique que peuvent avoir les vins qui vont être traités avec l'Aristar. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est retenu par les utilisateurs, c'est ce double avantage de stabiliser et améliorer les vins. Alors, pour revenir sur cet aspect technique, parce que c'est une partie technique et je voudrais faire un rappel aussi à ce qu'a dit le professeur Aude-Vernet dans sa présentation, et détailler en fait quelle est notre approche par rapport à la manoprotéine Claristar. Au moment du lancement, on travaillait beaucoup avec le test à froid, voilà, qui est la méthode OIB, le -6, qui est enregistré de cette manière-là. -4 degrés 6 jours, qui était OK pour les blancs et les rosés, mais ça nous a posé quelques soucis sur les vins rouges. Et aussi, on avait vraiment cette envie, et les laboratoires avec qui on travaillait, et nos distributeurs, nos utilisateurs voulaient pouvoir travailler rapidement et avoir une réponse plus rapide sur l'utilisation, sur l'état d'instabilité, et pouvoir aussi avoir quelque chose d'un peu plus complet. Donc du coup, on a regardé les méthodes qui utilisaient la conductivité, et la température de saturation nous a semblé très intéressant. Alors pourquoi? Parce que Aude et professeur Vernet a très bien détaillé ça. Parce que la TSAT, en fait, ou la température de saturation, est un paramètre qui est reproductible, mais ce n'est pas, il n'y a pas d'effet des variables liées au phénomène de cristallisation. On a une valeur. Le fait est que les changements colloïdaux n'influencent pas en fait cette température de saturation. C'est pour ça que avant ou après ajout de Claristar, la valeur reste la même. Alors, on a regardé sur la valeur de chute de conductivité ou de différence de conductivité, mais à elle seule, en fait, cette donnée-là ne fournit pas d'indication sur la nature colloïdale du vin. Et c'est tout l'objet d'une stabilisation avec une manoprotéine. On travaille sur la stabilité colloïdale du vin. Et particulièrement sur les vins rouges, ça c'est quelque chose qui est noté, il y a quand même une surestimation du niveau d'instabilité des vins. Mais ce delta de conductivité, ça a fait ses preuves, sur certains inhibiteurs. Donc, en retravaillant, et surtout sur la stabilité, la température de stabilité, température de saturation, pardon, on s'est intéressé à ce paramètre-là, mais en fait, on a regardé ce qui l'englobait et comment c'était calculé. Et donc, c'est avoir une approche un peu plus précise, un peu plus fine, mais sur ce paramètre-là. Donc, si je reprends la courbe qu'a très bien expliqué professeur Aude-Vernet, c'est-à-dire cette analyse des courbes de saturation, donc où on voit qu'on a notre vin et on descend en température pour forcer une cristallisation. Là, on a ajout de cristaux et on remonte en température. Et en travaillant en collaboration avec, on a un de nos laboratoires partenaires qui a vraiment voulu donner ce travail de conductivité aux manoprotéines toute sa force, c'était de comparer tout ce qu'il voyait avec et sans manoprotéines, donc des vins instables. Donc, il voyait cette zone que je vous ai symbolisée par la flèche bleue, qui en fait, cette zone-là variait et changeait, alors que la valeur de température de saturation ne changeait pas. Et il a vu que dans tous les vins qui étaient stables, traités avec l'Aristar, la courbe, justement, était superposée. Il y avait vraiment une superposition des deux courbes. Donc, en travaillant sur l'analyse des courbes de saturation, en travaillant donc avec ce partenaire Enolab et
en travaillant aussi, en partenariat aussi avec les fournisseurs du matériel CheckStab, donc Delta Aquae, on a pu mettre en évidence ce qu'on a appelé un indice de supersaturation stable. C'est-à-dire que c'est basé sur la température de saturation et non la chute de conductivité, la différence de conductivité. Ça permet d'évaluer la stabilité colloïdale du vin, donc prendre en compte tous les polysaccharides et tous les impacts des colloïdes dans le vin, et pas seulement vis-à-vis de la stabilité tartrique ou de l'instabilité à ce niveau-là. Ça nous a permis justement d'établir un dosage, ça permet d'établir un dosage précis de Clarista, et surtout de donner et de pouvoir mesurer l'efficacité du traitement. Donc ça, ce qui est important, puisque comme on travaille avec des laboratoires qui nous aident à faire des recommandations et qui, eux, vont être l'interface avec les utilisateurs, il fallait qu'il puisse y avoir ce contrôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et on a développé, si cela vous intéresse, on peut vous fournir le document qui explique plus cette méthode. Je vous remets les deux courbes où en fait on voit bien la différence. Et cette valeur en fait d'ISS, avec justement le travail avec les fournisseurs de CheckStab, ça devient une valeur. Donc ça nous permet vraiment de se focaliser sur les vins qui peuvent être traités avec les manoprotéines. Donc, ça permet d'éliminer les vins qui seraient trop instables, où là, on va orienter vers d'autres techniques et de se focaliser sur vraiment cette stabilité obtenue avec Claristar et pouvoir ajuster la dose et la vérifier et vérifier son efficacité. Donc, voilà. Et je vous remercie de votre attention. C'était un exemple justement d'utilisation de manoprotéines en stabilisation tartrique et tout le process lié à la technique analytique.